Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites? C'est parti, on écoute ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, accrochez-vous car vous allez entendre l'histoire d'une femme qui défie les lois de la gravité. Anita Fatis, c'est une championne, mais pas uniquement de natation. C'est aussi une championne de résilience, d'engagement et de dépassement de soi. Diagnostiquée d'une sclérose en plaques à 26 ans, elle a transformé ce que beaucoup auraient vécu comme une fin en un tout nouveau départ. Championne de France, paralympienne à Londres et Rio, auteure, aventurière au Népal, élue locale engagée pour l'accessibilité, elle accumule toutes ses casquettes. Dans cet épisode, elle revient sur son parcours hors norme, nous partage ses galères, ses victoires, également ses défis, et surtout son regard lumineux sur la vie. Alors que vous soyez en train de courir, de bosser, de conduire, ou même de prendre un café, installez-vous confortablement. C'est parti, bonne écoute. Anita, bonjour. Bienvenue dans le podcast, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, ça va bien, voilà. Il fait beau aujourd'hui, C'est ça, hein, il y a du soleil, hein. ça fait plaisir. Ça nous change un peu. On va revenir un peu sur votre parcours. Si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de vous, comment résumeriez-vous votre parcours en quelques mots? En quelques mots, une bagarreuse. En un seul mot, Tout simplement. tout simplement. C'est vrai que ça a dû être un bon long combat, je pense, Ouais, c'est ça. parce que bon, on rappelle, donc vous êtes né à Dunkerque en 1963, vous avez aujourd'hui 61 ans. Mhm. À quoi ressemblait la jeune Anita, une ado pleine d'énergie, déjà passionnée par le sport? Alors, j'étais plutôt une petite fille plutôt timide, bizarrement, plutôt réservée. Alors oui, j'ai démarré très très jeune le sport. J'avais 8 ans quand mes parents m'ont mis à l'athlétisme. Alors j'avais fait 1 an de danse classique et j'aimais pas du tout. Et après donc l'athlétisme. Et pour un mal de dos parce que j'étais déjà très grande et mal au dos. Et donc le médecin de famille disait il faut qu'elle se muscle, il faut qu'elle fasse du sport. Voilà. Donc j'ai démarré l'athlétisme et ça jusqu'à l'âge de 18 ans environ. Ok, qu'est-ce qui vous a fait arrêter du coup? Ce qui m'a fait arrêter, c'est surtout le travail, parce que donc il faut savoir que autant je peux être bonne sportive mais pas très bonne élève et donc je voulais rentrer en école hôtelière. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a personne dans ma famille qui travaille en hôtelier et ce métier-là, ça me passionnait. D'être bien habillée, de voir servir les gens, enfin voilà, je sais pas pourquoi, hein. À 15-16 ans, on peut avoir ces idées-là. Et moi, je les avais. Et donc, j'avais demandé à mes parents de me payer l'école hôtelière. Et c'était juste pas possible. C'est une famille ouvrière, 8 enfants, donc voilà. Et du coup, j'ai dit, je vais travailler. Et donc, j'ai arrêté l'école et je suis partie travailler en Belgique. Mm. Donc, Ok. parce qu'à l'époque, j'habitais dans le Nord, hein. Donc, on était frontalier avec la Belgique, à Furnes exactement. Et j'ai été travailler en restauration. J'étais commis débarrasseuse. Pour commencer. Pour commencer. Parce qu'après, du coup, j'ai noté que vous êtes arrivée à devenir la première femme maître d'hôtel de Dunkerque à seulement 24 C'est ans. ça. Donc, j'ai resté 2 ans en Belgique. C'était l'école à la dure, hein. Et après, donc, je suis rentrée, là, je suis revenue sur Dunkerque. J'ai travaillé ensuite à la Courte Paille. Enfin, j'ai fait plusieurs restaurants. Et puis ensuite, j'ai trouvé un gastro, donc le Beau Rivage. Et puis là, il a vu, enfin, ce monsieur, il a vu un potentiel en moi. Et il m'a dit pourquoi tu reprends pas tes études? Il dit maintenant ça existe, tu peux travailler, faire les études en même temps. Et du coup, je me suis intéressée à ça et tout, et direct, j'ai dit allez, hop, c'est parti. Et donc en 2 ans, c'était dur, hein, parce que du coup, j'avais pas de repos, hein. Ça, il faut le savoir, Vous hein. étiez déjà maman à l'époque? Ouais, j'avais En déjà plus, mes ouais. 2 filles, En plus. la petite, elle est toute petite, et du coup, je travaillais.
quelquefois, je prenais mes soirées, mais c'était pour bosser sur mes devoirs, mes trucs. Et ça, c'était 14 heures par jour. Et ça pendant 2 ans. Sans congé, sans... mais voilà, je voulais sortir enfin, d'avoir un bon salaire, de pouvoir élever mes enfants comme tout le Convenablement, oui. monde, voilà, leur offrir ce qu'elles avaient besoin, quoi. Un matin, du coup, tout bascule, une paralysie soudaine. Vous pouvez nous raconter ce moment? Ouais. Alors, c'était pas si soudain que ça, parce que comme je le disais, ça travaillait 14 heures par jour et ça pendant 2 ans sans repos. Et je vous parle pas non plus du travail à la maison, hein, le ménage, le repassage, les enfants, enfin, voilà. Et forcément, j'étais hyper fatiguée. Mais c'était une fatigue qui était différente de ce que j'avais l'habitude. Et j'allais voir le médecin, et puis le médecin, il me dit: «Ah mais non, c'est parce que vous êtes trop fatiguée, vous avez beaucoup maigri en plus, il dit: "Il faut prendre des vitamines, et ça ira"». OK. Et donc c'est ce que j'ai fait, mais en fait, ça se passait pas. En plus, je devenais maladroite, moi qui étais hyper adroite. Je cassais des verres facilement, enfin je renversais facilement, je retourne voir le médecin, j'explique et tout. Il me dit: «Mais non, c'est parce que vous êtes très fatiguée». OK. Donc je retourne voir une 3e fois en lui disant: «Mais maintenant j'ai mal aux jambes, j'ai des fourmillements dans les jambes, je sais pas ce qui se passe et tout». Moi, je le sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais rien. Le médecin disait: «Non, non, non, c'est enfin Oui, il voilà». pensait à un simple surmenage, quoi. C'est ça. Et puis jusqu'à ce fameux matin du mois de novembre où je me suis réveillée, et là j'étais complètement hémiplégique. Ah Et le ouais, une pire, hémiplésie côté gauche. gauche, donc l'œil, la bouche, le bras, la jambe. Et le pire, c'est que en fait, j'étais tellement épuisée que du coup, je redormais chez ma maman avec mes deux filles, et ma mère, pour m'économiser, elle me laissait dormir, emmener les enfants à l'école et me ramener un café dans le lit pour que je puisse me lever et aller travailler. J'avais gagné une demi-heure, 40 minutes de sommeil supplémentaire. Et en fait, quand elle m'a ramené ce café, j'ai pas senti que... je me suis pas rendu compte que en fait, il y avait quelque chose qui allait pas. Et en fait, c'est quand j'ai porté la tasse dans la bouche qu'en fait, tout le café a coulé. Et là, je me suis dit: «Ah, mais qu'est-ce qui se passe?» Et puis voilà. Et là, donc, l'hôpital, évidemment. Et là, je passe une semaine à l'hôpital, on me fait tous des examens inimaginables, on me dit que c'est le cœur, après on me dit que c'est peut-être le cerveau, on me dit ceci, cela. Bref, au bout des 5 jours, il y a une ribambelle de médecins qui débarquent dans la chambre avec une ordonnance pour aller voir un psychiatre parce que c'est psychosomatique. Ouais, donc un diagnostic complètement à côté, quoi. Ah ouais. Et là, j'ai hurlé dans la chambre. J'ai hurlé, j'ai dit: «Mais vous vous rendez compte? Je viens de passer 2 ans à bosser comme une malade pour avoir une vie décente avec mes enfants, et aujourd'hui vous me dites que c'est dans ma tête». Et ils sont partis de la jambe, hein, ils m'ont laissé hurler tout seul. Et mon mari était à l'armée, et donc quand il revient de permission, ben il me retrouve dans le canapé chez ma mère, paralysée. Je me dis: «C'est pas possible, enfin, je la connais, c'est pas possible». Et donc il était dans l'armée et dans la gendarmerie. Et il en parle à son supérieur parce qu'il savait que son supérieur, son épouse, avait des problèmes de santé, et donc il lui en parle. Et lui, il l'oriente vers le neurologue de sa femme, donc à la cité hospitalière de Lille, c'est comme Nancy chez nous. Et donc on prend rendez-vous avec ce médecin, il m'examine, me fait faire des grimaces, enfin voilà, le classique quoi. Et au bout d'1 heure environ, il me dit: «Je pense savoir ce que vous avez, mais pour ça, on va faire un IRM». Parce que du coup, la maladie se voit à l'IRM, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ce que vous Et n'aviez pas passé avant. que j'ai jamais passé avant, je savais même pas ce que c'était un IRM. Et donc on va faire cet IRM tout le temps à la cité hospitalière, et on retourne voir avec les résultats. Donc il s'était encore écoulé 3-4 mois, hein, mais il m'avait donné de la cortisone. Il me dit: «Vous allez prendre de la cortisone sur 8 semaines en diminuant les doses», donc enfin vraiment j'ai respecté sa prescription, et c'est vrai que j'allais de mieux en mieux.
la paralysie faciale, elle partait. La jambe, elle allait mieux. Il restait le bras où il restait vraiment Un petit peu de séquelles encore, ouais, quoi. voilà. Et donc je retourne avec cette IRM. Et là, en fait, il me dit, ben regardez, il dit en fait tous ces plaques. Hein, je crois qu'il avait utilisé Tache à l'époque, mais bon, bref. Et il me dit, regardez tout ça. Il dit, bon, en fait, ça correspond à une sclérose en plaques. Donc ces plaques étaient situées où? Au cerveau. Au cerveau. Voilà. Ben, j'avais 5-6 plaques au cerveau. Et il dit, ça correspond à une sclérose en plaques. Et ben, en fait, moi, j'ai dit, yes, je suis pas malade. Enfin, je suis pas malade Oui, du moins, voilà, psychologiquement. psychologiquement, oui. Voilà. Au moins, il y avait un Il y réel diagnostic voilà. qui était posé. Mais je connaissais pas du tout la sclérose en plaques. J'avais même du mal à dire le mot sclérose en plaques au début. Et enfin, voilà, je connaissais rien de cette maladie. Puis en plus, il y avait pas la fibre internet comme on a aujourd'hui. Donc, forcément, Et pour se voilà. documenter, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Et c'est au fur et à mesure qu'on découvre, hein. Ah bah oui, c'est la SEP. Ah bah oui, c'est la SEP. Ah bah oui, voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est venu. Selon vous, peut-on considérer donc la CEP pour sclérose en plaques comme un handicap invisible dans certains cas? Parce que du coup, on peut être des jours bien et d'autres jours avoir quelques poussées ou alors... Ouais, c'est une très bonne question et c'est bien de me la poser parce qu'au moins ça va aussi faire comprendre aux gens qui connaissent pas trop la sclérose en plaques comment elle agit. Il y a 3 formes de sclérose en plaques. Il y a la première forme qu'on dit la forme rémitante. Il y a la forme secondaire progressive, c'est ce que moi j'ai, et il y a la forme primaire. Donc la première forme, la forme rémitante, eh ben en fait, c'est des gens qui ont la sclérose en plaques. Ils ont beaucoup de symptômes invisibles. Ils sont debout sur leurs 2 jambes et évidemment sur leurs 2 jambes. Et en fait, mais ils ont énormément de problèmes. Alors ça peut être de la fatigue intense, ils ont les douleurs neuropathiques, ils ont les problèmes de miction, que ce soit urinaire ou les selles, ils ont un tas de problèmes. Mais ça ne se voit pas. Et souvent, ils sont incompris, surtout dans le cercle professionnel, parce que ils sont souvent fatigués, ils sont un peu au ralenti aussi, où il y a aussi les problèmes de la mémoire. Et donc, pour moi, c'est cette forme qui est peut-être la plus compliquée, la moins grave, mais peut-être la plus compliquée dans la sclérose en plaques. À gérer au quotidien. Ouais. Ensuite, la forme secondaire progressive, c'est ce que moi j'ai, comme je le disais. Donc, j'ai été rémitante pendant environ 7-8 ans. Et à un moment donné, elle a pris une forme très agressive. Et donc là, il a fallu énormément de traitements et on a arrêté l'évolution de cette maladie. Donc, je l'ai toujours, hein, elle n'est pas guérie, mais on a arrêté son évolution agressive avec de la chimiothérapie pendant 8 mois, à une raison d'une dose tous les 21 jours. D'accord. Un protocole qu'on utilise encore aujourd'hui, mais vraiment dans des cas extrêmes. Et il y a la forme primaire, hein, donc ça c'est la forme la plus grave, où en fait les gens très vite se retrouvent en situation de handicap et parfois en 10 ans complètement alité. Okay. Et pas de traitement non plus. Que sur les premières formes, la forme rémitante, aujourd'hui il y a environ 10 ou 12 lignes de traitement, et c'est le patient qui en discute avec son neurologue et voit quel est le traitement qui sera le mieux adapté pour cette forme-là. Dans la forme secondaire et primaire, il n'y a pas de traitement. Oui, donc c'est pour ça qu'on dit des fois qu'il y a des handicaps invisibles. C'est pas parce que la personne n'est pas en fauteuil ou ne manque pas un bras ou une jambe que voilà, elle ne souffre pas au quotidien. C'est ça, simplement. Exactement. Vous avez parlé d'une grande fratrie, donc 8 enfants. Est-ce que vous êtes la seule à avoir été touchée par cette maladie? Complètement. Dans ma famille, il y a personne de près ou de loin qui a la sclérose en plaques. Il faut savoir que la sclérose en plaques, des fois j'entends c'est une maladie génétique, c'est faux. C'est pas une maladie génétique, mais en fait, il y a tellement de monde qui a la sclérose. Aujourd'hui, on compte 130 000 personnes ayant la sclérose en plaques en France. Et ben, qui se peut que dans une même famille, une deuxième personne va avoir la sclérose en plaques. Mais ce n'est pas une maladie génétique. Oui, parce que du coup, donc, dans votre famille, avant, personne ne l'a, et du coup, vos enfants ne l'ont pas non plus. Non plus. Alors, ils sont encore jeunes, hein. Je mets ma main sur du bois, évidemment, mais
Il y a des tests peut-être pour déceler ça, si ça peut venir par la suite ou... Non, non. À un moment donné, il a été dit que la maladie, la sclérose en plaques, elle était euh, développée à cause du virus d'Epstein-Barr. C'est du virus qu'on attrape quand on est enfant. Je pourrais pas trop m'expliquer là-dessus. Il faudrait s'adresser à un neurologue, mais en fait, c'est une fausse piste parce qu'en fait, tout le monde, quasiment 80% de la population ont eu ce virus d'Epstein-Barr et il passe inaperçu en fait. Donc voilà, c'est une piste qui a été un peu abandonnée. Vous pensez peut-être que c'est le surmenage de votre Non, jeunesse qui a non, pu amener à la ils maladie? ont tout exploré, ils ont exploré les problèmes environ. La seule chose qu'on sait, c'est que il y a plus de cas de sclérose en plaques dans les parties froides du pays plutôt que les parties chaudes ou tempérées. D'accord. Voilà. Ça c'est la seule information qui est vraie à ce jour pour la sclérose en plaques. Est-ce que vous avez perdu du coup votre mobilité immédiatement ou ça s'est fait progressivement? Non, ça s'est fait. Donc j'ai récupéré de cette hémiplégie parce que du coup j'ai bénéficié de la cortisone qu'on avait prolongée, une de rééducation intensive à l'époque, et puis après, alors évidemment je pouvais plus travailler en salle, que je gardais un léger boitement, et du coup je suis reparti en cuisine. Voilà, je pouvais pas m'arrêter de travailler. Et donc, du coup, j'étais commis en cuisine. Donc, je faisais la plonge, mais voilà, ça me ramenait un salaire et voilà, je pouvais pas Et rester. ne plus travailler, bien Ouais, sûr. non, Ouais. c'est ça. Et en fait, l'handicap, il est apparu donc 8 ans, 8 ans. Quand la maladie, elle a pris, en fait, je faisais des poussées. En général, les formes rémitantes, elles peuvent faire une poussée par an, même moins, hein, 1 an et demi, voilà. Et moi, en fait, cette année-là, j'ai fait 4 poussées dans l'année. Donc c'était énorme. On a refait des IRM médulaires, cérébrales et tout, et effectivement, j'avais beaucoup plus de plaques. Mais il était trop tard. L'handicap s'était installé. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas moyen de mettre un traitement en place pour éviter la Pas de traitement propagation. pour cette forme-là. Pas de traitement, à part donc la chimio pour ralentir l'évolution et surtout dans le handicap, quoi. Mais voilà. Il n'y a pas de traitement qui est développé encore à ce Non, jour, quoi. non. Ils cherchent, hein, mais voilà. Donc vous êtes resté dans le Nord jusqu'à vos 30 ans, avant de rejoindre notre belle ville Thionville, Voilà. suite à la mutation de votre mari. Ouais, c'est ça. Et après donc l'annonce de votre maladie, vous sombrez dans une grosse dépression. Et c'est là que votre mari vous lance un ultimatum et vous jette littéralement à l'eau. C'est ça. Alors, Pourquoi ce choix? je vais revenir un petit peu sur le contexte. Donc, nous sommes encore oui. Donc, on arrive en Moselle. Et à ce moment-là, la maladie, est-ce que c'est le déménagement? Enfin, voilà, je sais pas trop. Enfin bref, la maladie, elle prend une forme plutôt agressive. Et c'est à ce moment-là, oui, vous avez bien résumé. C'est à ce moment-là que donc. J'ai fait mes recherches, hein. Ouais, non, mais voilà. Vous voyez, ça aussi, c'est la mémoire. C'est aussi à cause de la sclérose en plaques. Même si j'ai 61, on peut se dire, elle est à 61 ans, elle peut avoir des pertes de mémoire, mais ça fait quand même très longtemps que j'en ai. Et donc effectivement, donc une grosse dépression. Donc cette dépression, je dis toujours pour en parler, c'était comme si j'étais dans un tunnel tout noir et je ne voulais pas en sortir. C'est pas voilà, c'est pas compliqué, je voulais pas en sortir. J'étais dans ce tunnel, il faisait noir, j'étais handicapée et il était hors de question de me mettre au jour comme ça. Et donc pendant 2 ans, mon mari il a galéré parce que il travaillait, s'occupait des enfants. Il y avait eu un 3e enfant entre-temps, notre fils. Et mais moi en fait, je voulais en finir avec la vie, tout simplement. Voilà, handicapée, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, qu'est-ce qui va s'occuper de mes enfants? Enfin, voilà, non. Donc j'étais absolument égoïste et je voulais en finir avec la vie. Et une nuit, c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis levée, j'ai
Et j'ai sorti tous les médocs que j'avais et j'ai commencé à prendre les cachous. Et je ne sais par quel miracle, mon mari s'est réveillé, il s'est levé et il a vu la scène. Et donc, voilà, il a compté, il s'est dit, bon allez, elle va bien dormir, mais elle est pas dans un état grave. Donc, il m'a remis au lit. Et puis, effectivement, j'ai dormi 1 jour et demi, hein. Ça faisait très, très, très longtemps que ça m'était pas arrivé. Effectivement, ouais. Et quand il est rentré du boulot, bah, j'étais pas fière, hein, évidemment, hein. Et, et puis là, il m'a dit, écoute, moi, j'en peux plus, je suis fatigué. Il dit, bêtement, il dit, c'est soit tu bouges, il dit, tu fais quelque chose. Il dit, ou sinon, moi, je pars. Je prends les enfants et je m'en vais. Là, ça a été le Là, ça a déclic, été ouais. l'électrochoc, hein. Ouais. L'électrochoc, hein. Et parce qu'il me proposait plein de choses, à la piscine, du basket fauteuil, enfin, plein de choses qu'il me proposait. Ou sortir, tout simplement, mais non, c'était toujours non, non, non. Ouais, vous voyez vraiment tout Ah en ouais, noir, donc ouais, non, noir, noir, hein. C'est pour ça que j'ai mon tunnel noir, hein. Et puis, et il est reparti. Après, les enfants, ils étaient à l'école, donc, il a pris la voiture, et hop, il est reparti. Il est revenu 2 heures après. Et puis, je lui ai dit, écoute, ouais, bah, finalement, j'aimerais bien aller à la piscine. J'aimerais bien aller à la piscine. Et pourquoi, du coup, la piscine? Bah, parce que tout simplement, on verrait pas que je suis handicapé. Ouais, vous seriez dans l'eau et Voilà, ça se verrait hein, pas. le fauteuil serait sur le côté, y a personne qui verrait que, voilà, tout simplement ça. Donc, évidemment, je savais nager, hein, mais en fait, quand vous vous retrouvez en situation de handicap comme je l'étais, et que vous vous mettez, j'ai mis 10 minutes pour aller dans l'eau, en fait. Parce que les jambes étaient tellement lourdes. Je me suis dit, enfin, elles vont plomber dans le fond du bassin, je vais me noyer. C'est pas comme ça que je vais mourir. Et voilà, quoi. Et puis non, alors c'était rigolo au début, je nageais comme une mamie. J'étais là, je tirais sur les bras, la tête levée, Pour essayer de rester hors de l'eau. c'est ça. Parce qu'au début, du coup, ça a été vraiment pour vous changer les idées ou tout de suite, c'était un objectif Ah, donc voilà. Et puis on est rentré le lendemain. Mon mari il me dit, écoute, il me dit, demain il y a Ahmed, hein, c'est un ami de la famille. Il dit, il va venir, hein, et voilà, j'ai une surprise pour toi. Bon, je comprends pas trop. Ahmed, bon, ok. Et, et puis en fait, donc Kamel il rentre du travail. Évidemment, j'attendais cette surprise, hein. Je dis: «Ben, et Ahmed, il est où?» Il dit: «Bah, attends, il arrive, il arrive». Et puis en fait, il est venu, Ahmed est arrivé avec une voiture, tout aménagé au volant. Ok, donc du coup, vous avez pu reprendre la route comme C'est avant. ça, Comme voilà. avant. Et là, j'ai dit: «Mais comment vous avez fait ça?» Ah, ça m'a rendu mon autonomie, en Moi, fait. j'allais dire, vous avez pu reprendre votre Ouais, autonomie voilà, c'est ça. complète. Et du coup, ben, tous les jours, j'emmenais les enfants à l'école. Alors, je descendais pas de la voiture, hein. Les enfants, ils descendaient tout seuls. Hop, je les déposais à l'école et puis, et je partais à la piscine. Toujours Mmh. par peur de montrer votre handicap Ouais, ou... ouais, Ouais. toujours. Ah oui, ça a duré longtemps, hein, très, très longtemps, hein. Et et puis donc, après, j'allais à la piscine, donc complètement accessible, hein. Il y a l'ascenseur, tout, et là, je recommençais. Je nageais 10 minutes, mais j'étais épuisée, enfin. Et un jour, il y a un des entraîneurs, Michel Steyer, qui est décédé aujourd'hui, il y a 3 ans qu'il est décédé. Et puis il m'a dit, tu nages pas bien, hein. Mais c'est le Lucas, c'est voilà, c'est le portrait de Lucas avec des bijoux, voilà, et une carrure comme ça. Et vraiment, c'est le portrait de Lucas. Et tu ben non, en même temps, j'ai pas les jambes, j'ai du mal. Tu veux que je t'entraîne? Et comme ça, hein. Ah, j'ai dit: «Ah bah oui, je voudrais bien, ça me rendrait service et tout». Il me dit: «Bon», il me dit: «Tu sors, demain tu viens à 8h». Et j'ai dit: «Non, 8h, je peux pas, il y a les enfants». «Bon, à 9h». Mais il parlait comme ça. Et en fait, c'est comme ça que Donc, il servait pour votre handicap il quand il savait vous... pour mon handicap. Alors bien sûr, je lui en ai parlé un peu plus au fur et à mesure des séances et tout. Mhm. Mais allez, en 2 semaines, je nageais en dos et en crawl.
en 2 pas mal. semaines. Par contre, il était dur, hein. Ah, c'est le Lucas, hein. Mais enfin, je lui dois tout. Je lui dois tout parce que c'est lui qui m'a emmené à haut niveau. Ça a été mon entraîneur jusqu'en 2012, hein. C'est lui qui m'a amené jusqu'à Londres. Enfin, voilà, hein, c'est, C'était déjà un entraîneur de oui, champion oui, avant, hein? oui. Il était l'entraîneur du club de Thionville, hein. Et donc il a emmené des jeunes au niveau national et je crois qu'il a emmené un ou deux jeunes au niveau européen. OK, pas mal. Donc voilà. Mais c'était la première fois qu'il avait une personne en situation de handicap, hein. Mais ça lui a pas fait peur et il s'est dit, Non. non, mais c'est vrai que des fois de justement adapter, les séances par rapport au handicap, faut quand Ouais, même connaître, hein, ça reste c'est quand même, ça. Alors au début, je lui disais mais ça je peux pas faire, hein. Pourquoi tu peux pas faire? Et je dis bah parce que j'ai pas les jambes, parce que et ok. Donc hop, il passait à autre chose et en même temps il réfléchissait et en fait il a appris à me connaître. Et il a vu que je renichais pas devant le travail et lui il a appris par rapport à l'handicap. Et du coup il a adapté les entraînements au fur et à mesure à l'handicap, hein. comment avez-vous vraiment adapté, les entraînements par rapport aux contraintes de la maladie? Est-ce que vous avez pu faire, autant d'heures que quelqu'un de Alors au début non, hein. Au début les séances, bon déjà moi je nageais 10 minutes. Au début avec lui, il était parti sur 1 heure, mais on n'arrivait pas à faire 1 heure parce qu'il voyait bien que c'est j'étais trop éprouvant, épuisée, ouais? voilà. Et on a augmenté progressivement. On va dire en 1 an, tous les jours à l'entraînement sauf le week-end. En 1 an, j'arrivais à nager 1 heure et demie. Et c'est comme ça que j'ai été repérée. Parce qu'en fait, un jour, j'avais été sur un événement handisport et il y avait un monsieur qui s'appelle Daniel Stark qui est aussi décédé. Et lui, c'était le président du club de Saint-Avold. Et il a une section natation. Et du coup, il m'a demandé si je voulais venir nager pour leur club. Alors j'ai écouté, moi j'ai mon entraîneur, je me voyais pas changer d'entraîneur, hein, C'est vrai, puis franchement. Saint-Avold, bon, c'est pas non plus Ouais, la porte ouais. à côté. Et puis il me dit non, il me dit tu t'entraînes à Thionville, mais par contre sur les compétitions tu nages sur notre bannière. Bah ok, parce qu'il y avait pas de club handisport, enfin il y avait un club handisport à Thionville, le basket fauteuil, mais il y avait pas de section natation. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Et puis en fait, à la première compétition, j'ai gagné. J'ai gagné la première compétition. Je suis partie comme une tarée parce que j'avais peur d'être dernière. J'ai nagé comme une merde, c'est vraiment le cas de le dire. Mais en fait, quand j'ai touché le mur, j'ai regardé à droite, à gauche, et en fait, ils étaient tous derrière. Donc voilà. Une belle surprise. Ouais, une belle surprise, ouais. Donc voilà. Mais Michel il m'a dit, t'as nagé comme une merde. Mais c'était son discours, c'était son langage et voilà, et voilà. Du coup, comment êtes-vous parvenu à intégrer l'équipe de France? En seulement 3 ans, c'est ça? Ouais, donc en 2008, donc je me qualifie, là on est en 2007 et je me qualifie pour les championnats de France grand bassin et qui ont lieu à Nancy, en fait. Donc là aussi, c'était une première. En fait, ça a été une section de chance, en fait, parce que normalement, faut partir toujours très très loin partout en France. Et là, les France, c'était à Nancy. Et du coup, Michel, il m'entraîne pour ces France. Et là, du coup, on avait fait 2 séances par jour. Une séance le matin et une séance le soir. Parce qu'on avait vu les chronos. On a dit, ça Faut va être... augmenter un peu la cadence des entraînements, hein. Et donc du coup, je m'entraîne, et on avait mis aussi en place une séance de musculation. Une fois par semaine, le mercredi après-midi, pour Muscler un muscler peu un le peu dos, ouais. plus, voilà. Et donc arrive ces France et puis en fait, je me retrouve 2 fois championne de France dans 2 nages différentes puisque je nageais le 100 mètres crawl à l'époque, le 50 mètres nage libre et le 50 mètres d'eau. 100 mètres d'eau, 100 mètres d'eau. Et je me retrouve championne de France sur le 50 mètres libre et 100 mètres libre. Et à 1 seconde de la qualif pour les Jeux de Pékin. Moi, 1 seconde, je dis, mais c'est rien, 1 seconde.
voilà, je dis, peut-être que, enfin, voilà, il faut aller les voir, non, bah, non, 1 seconde en natation, c'est énorme. Mais en fait, je connaissais rien en natation. Oui, Heu, c'était tout nouveau, bien sûr, c'est sûr. voilà, donc pour moi, 1 seconde, c'est rien du tout, mais non, c'est énorme, c'est énorme et c'est donc, en 2009, je suis invitée parce que du coup, la fédération, bien sûr qu'ils m'ont repérée à ce moment-là, hein, une nouvelle nageuse, c'est 1er France, elle fait championne de France, en 2009, donc je suis repérée et donc là aussi, c'était une compétition, c'était les France, d'hiver et là, on m'a invitée à mon 1er championnat d'Europe qui aurait lieu donc en octobre, 2009, hein et donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Mon 1er, championnat d'Europe, donc j'ai pas fait de médaille parce que là, on s'est rendu compte que le niveau était encore plus haut que le niveau France et avec Michel, il a dit: «Bon, bah, tu veux continuer?» «Bah oui, évidemment, je veux continuer» et il dit: «Bon, ben», il dit: «On va redoubler les entraînements, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi et 2 séances, voire 3 séances de préparation physique par semaine». Ouais, donc là, bien augmenté la cadence, Ah quoi. ouais, donc voilà et c'est comme ça, j'étais en équipe de France et j'ai jamais pu quitter. J'ai jamais été sortie de l'équipe de France en 9 ans. C'est moi qui ai mis un terme à ma carrière. Ouais, parce que vous avez toujours performé, du coup. Ouais, c'est ça. Ça rappelait un petit peu quand même le palmarès impressionnant. Championne de France 15 fois entre 2008 et 2016. Mmh. Championnat du monde, 3 médailles de bronze, 2010-2014. Championnat Europe, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Et puis du coup, bah, les Jeux paralympiques, Londres et Rio, 2012 et 2016. Ouais. Est-ce que vous avez du coup un merveilleux souvenir de compétition à nous raconter avec toutes ces années, ces belles années de compétition? Chaque compétition est un fabuleux souvenir, sauf les Jeux paralympiques de Londres. C'est pas des jeux qui vous ont réussi malheureusement. Ah non, non, non. En fait, donc il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis 2e mondiale, hein, donc au 50 mètres nage libre, 3e mondiale au 100 mètres nage libre et 4e mondiale au 200 mètres nage libre et 4e au 50 mètres d'eau. Ça, c'était mes nages phares dans ma catégorie d'handicap. Et donc pour les Jeux paralympiques avec Michel, on fait le choix de faire 3 nages, uniquement 3 nages. 4, c'est trop. Il dit: «Tu pourras pas performer», voilà. Donc 3 nages. 200, 100, 50. OK. Donc on part là-dessus sur des entraînements spécifiques. Là aussi, on a encore monté la cadence, sur les entraînements et des stages et tout ça. Et en fait, donc j'arrive, aux Jeux paralympiques. Quand on arrive aux Jeux, on doit donner tout son matériel à la fédération. C'est-à-dire le bonnet, les lunettes, les maillots, les tenues, les maillots de bain, parce que en fait, il y a des normes à respecter. Ça doit être Hein, comme homologué, les hein. logos sur les bonnets, ça a des normes. Les lunettes, il faut pas qu'il y ait des marques dessus, ni même Arena. Si il y a des marques Arena, parce que moi je nage avec Arena, et ben on mettait du noir sur le Arena. Le maillot de bain, il y a un QR code. Donc le maillot de bain, alors évidemment, je le sais après, le maillot de bain, il fallait qu'il soit de l'année en cours. Je donne mon matériel. Alors évidemment, j'avais 2 combars neuves pour Pour les Jeux. les Jeux et le matin, donc c'était le 31 août, je m'en souviendrai tout le temps, 2012. Le matin très tôt à 7 heures, je m'entraîne avec mon coach national, Cyril Bourdeau. Et il fait des tests, des chronos, des départs, machin et tout. Puis il me dit tu vas nager quoi, tu vas mettre quoi pour la série? Bah j'ai une combar neuve. Il me dit non. Il dit moi je préférerais que tu mets ta combar de l'année dernière. Donc où j'avais gagné l'argent avec à Berlin pour les championnats d'Europe. Il dit mais avant, il dit il faut que tu ailles la faire valider par la Fédé. Alors je dis bah pas de problème. Parce que apparemment je nageais très 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 vite et donc il voulait pas que je m'explose sur les séries. Il voulait quand même garder un peu Oui, son pied s'économiser un pour petit peu, bien la sûr, finale le soir.
Et donc, du coup, je vais au bureau de la Fédé, qui était à Londres, hein. Je donne, et puis le directeur qui me dit, ah, mais il dit, c'est la combarque, parce qu'elle était toute bariolée, en fait, hein. Donc, et il dit, c'est la combarque que tu as de l'année dernière pour l'Europe. Alors, je fais, ouais. Il me dit, oh non, mais c'est bon, t'inquiète. Il dit, tu peux nager en série avec. Ok. Faut pas, hein. C'est tout, hein. Bon, je me mets en tenue, je mets ma combarque, tout ça, chambre d'appel. Faut savoir que pour les Jeux paralympiques, c'est particulier, il y a 3 chambres d'appel. La première chambre d'appel, on appelle toutes les séries du 50 mètres nage libre. Donc, toutes les personnes qui nagent 50 mètres libre dans cette catégorie d'handicap, évidemment. Deuxième chambre d'appel, vérification du matériel. Et troisième chambre d'appel, concentration avant d'arriver au bord du bassin. Donc, je passe la première. Deuxième, il contrôle le matériel. Je montre le QR code de ma combarque. Et là, le gars, il regarde sa plaquette. Il fait dehors. Des Anglais, hein. Donc, Oui, il cherche pas à ah comprendre, ouais, quoi. je regarde, je sais pas. Et il y avait le directeur de la natation avec moi. Mais il me veut quoi, lui? Alors, il me dit, il essaye de voir avec lui. Il parle en anglais. Je comprenais un mot sur 2. Et puis et le mec pousse le fauteuil. Il me pousse avec mon fauteuil. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, dis-moi ce qui se passe. Il me dit, t'es disqualifié. Je dis, disqualifié, mais pourquoi je fais disqualifier? Je hurle, hein. J'étais C'est dans sûr, un oui, c'est une état. injustice, bien sûr, sachant qu'on vous donne la validation juste avant, oui. Ouais. Et donc je sais toujours pas pourquoi et puis donc je sors dehors, mon entraîneur national qui était dans les tribunes, il me voit pas au plot numéro 4, un couloir numéro 4. Les enfants, mon mari, ils étaient dans les tribunes, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ils ont pas le retour de tout ça, Bah ce qui se passe en voilà, coulisses, hein. c'est coulisses quoi, hein. Et du coup Cyril il revient. Et puis Jean-Michel il lui explique et tout, et puis moi je vomis mais devant tout le monde. Oui, c'est les nerfs qui relâchent, Ah ouais, ouais, c'est... et je pleure comme une gamine, enfin. Et puis et donc là je sais à ce moment-là que la combarque elle est pas homologuée en fait. Il fallait putain de merde, c'est vous qui me l'avez homologuée. Enfin, Et là, il y a pas moyen de changer en vitesse, non, non. non. En plus, j'en avais une dans le sac, hein. Oui, je me dis bien Mais qu'on part pas qu'avec un ouais, seul parce que maillot au cas là-dessus, où bien ça sûr. craque quand Oui, on sait on jamais, met, oui, bien sûr. on a toujours un double bonnet, double lunettes, double combarre, et ah ouais, non. Non, là, si on laisse pas le temps, c'est Ah oui, tant pis. ah, et donc là, Là, à la télé, il y a quand même votre nom qui est affiché sur le couloir numéro 4, ouais, mais qui reste vide, du coup. et ça reste vide, hein. Ouais. Voilà. Donc là, moi, je voulais me barrer, hein. J'ai dit, c'est bon, allez vous faire foutre, mais j'étais malhonnête, j'ai été vulgaire, hein. Mais bon, après, il faut comprendre le contexte, quoi. Je veux Oui, dire, non, après, ça se comprend, bien sûr. là, j'y vais pas les mains dans les poches, hein. Et du coup, Cyril appelle Kamel, hein, mon mari, et puis il dit, écoute, viens la chercher, alors que normalement, on n'a pas le droit de sortir du village. Nous, c'est village piscine. On n'a pas le droit d'aller à l'extérieur, hein. Et là, Cyril il dit, viens la chercher. Et puis c'est quand même, en fait, avec les enfants, il y avait mon beau-frère, mes nièces, enfin, il y avait la Oui, famille, toute la quoi. famille était venue vous voir, bien sûr. Ils m'ont dit, mais tata, t'as pas fait tout ça pour rien, maman, vas-y. Et puis voilà, je suis restée. J'ai fait le 200 mètres et puis le 100 mètres et puis voilà. Pas de titre pour ces Non, deux courses. on se termine quand même au pied du podium, hein, sur le 200 mètres. Hein. Donc on peut le voir encore sur Internet, ces courses. Là. J'ai cherché justement, mais j'ai du mal à les trouver, j'ai vraiment du mal. Et en fait, on me voit partir sur le 200 mètres. Premier 50 mètres, je touche la première le mur. Deuxième au 100 mètres, en fait, je suis deuxième. Et là, à un moment donné, je m'arrête de nager. Et je m'en souviens. En fait, tout en nageant, il y a ces images qui me sont revenues dans la tête. Un petit flashback, quoi. Ouais, je revois la chambre d'appel, je revois ce mec avec ses lunettes, sa plaquette me pousser.
Je me revois vomir, et en fait la course elle continue. Et là à un moment donné j'arrive sur le mur et je me reprends et je repars vite et je termine 4e. Ouais, c'est ce qui vous a fait perdre le temps. Vous Ouais. pensez que vous serez arrivé Je première? pense que ouais, même Kamel il me dit je pensais que tu allais finir 2e ou 3e. Mais ouais, mais alors expliquer ce qui s'est passé, ça je ne peux pas. Voilà, ce qui s'est passé et pourquoi c'est revenu comme ça en Ouais, peut-être avant. une grosse déception pour ces premiers jeux. Ouais, Ouais, ça on peut pas expliquer. voilà. C'est parce que le Donc cerveau des fois vous inflige. voilà, c'est ça. Donc après ça, je me suis arrêtée 10 mois hein, quand même. Hein, donc Michel, lui, de toute façon, il prenait sa retraite. Hein, et puis moi, je me suis arrêtée 10 mois parce que je voulais arrêter la natation. Donc arrêt complet de la natation, Ouais. plus de nage du tout. Ah oui, 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 parce que je me suis dit, on demande à nous d'être professionnels, hein, d'être rigoureux, et ci et là, et eux, en fait, sont même pas capables de lire le règlement interne Ouais, des de jeux quoi. l'IPC, Ouais, quoi, bien des sûr. jeux, quoi. Hein, Ouais, c'était vraiment un dégoût quoi. ouais. Et puis en fait, le directeur de la natation, Jean-Michel, il m'appelle. Et puis il me dit: «Écoute», il dit: «Je sais que tu vas pas m'excuser, je sais». Il dit: «Mais moi je tiens à m'excuser. C'est de ma faute. J'ai pas lu le règlement et voilà. C'est pour ça que tu as été disqualifié». Il dit: «Je m'en veux» et il dit: «Moi je voudrais que tu reviennes. On a encore besoin de toi et je pense que tu as encore des choses à prouver, hein». Et je lui ai dit: «Bah, ouais, c'est bon, je vais réfléchir et puis on se rappellera». Mais quand j'ai raccroché en fait, Oui, c'était pour moi, c'était fini. J'ai resté laisse-moi poli, tranquille. mais et encore une fois, c'est Kamel. Encore une fois, il dit: «Mais écoute, Chou», il dit, «Bah, OK, ouais, il a fait une erreur. OK, ça t'a coûté, la médaille, mais enfin, voilà». Il dit: «Tu es pas morte». Il dit: «Tu vas bien, tu vas même très bien, beaucoup mieux qu'avant». Il dit: «Faut pas que tu arrêtes» et parce que Kamel, il avait peur de ça. Il avait peur que si j'arrête la natation, le sport, que j'allais, Ouais, que le tunnel rechuter, noir revienne ouais, quoi. Ouais. ouais. Oui, parce que vous avez vraiment évolué grâce au C'est sport. ça et en plus, c'est prouvé et souvent on a discuté avec le professeur de sel, la natation, le sport que j'ai pratiqué à haut niveau avec tous ces entraînements et tout, m'ont permis aussi de récupérer un peu physiquement. Hein, parce que j'étais beaucoup plus handicapée que je l'étais, hein. Donc voilà, Oui, une pratique sportive ne peut que aider pour la c'est ça. maladie. C'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs j'en fais mon combat aujourd'hui, hein. Je repars, donc du coup, là, championnat d'Europe, championnat du monde, voilà. Sur le premier championnat, c'était championnat du monde tout de suite après les Jeux. Là, j'ai rien fait, mais absolument rien. Et évidemment, ça faisait 3 mois que je renageais et il y avait les championnats du monde. Donc, même pas la peine de dire que Ouais, c'est voilà. très peu d'entraînement. Ouais, c'est ça. Et puis donc l'année suivante, championnat d'Europe, boum, médaille de bronze, ainsi de suite. Et puis on arrive donc à l'année des Jeux de Rio. Avec un nouveau coach, du coup, vu que vous avez dit Ouais, que donc c'est alors du l'ancien... coup, j'ai pas trouvé d'entraîneur qui voulait me prendre en charge sur Thionville. Enfin, si j'en avais trouvé un, c'est Hervé Marchetto et un super entraîneur. Et heureusement pour lui et malheureusement pour moi, en fait, Hervé est devenu directeur de la piscine de Thionville. Et du coup, ben, ça fait qu'il avait énormément de boulot. Ah ouais, il il me faisait des entraînements le matin, mais il était appelé au téléphone. Enfin, ouais, ça Ouais, c'était n'allait assez pas. compliqué. Ouais, c'était compliqué. Donc, on a fait le choix de s'arrêter là. Et en fait, c'est mon entraîneur national, Cyril Bourdeau, qui me donnait les entraînements quotidiens. Je lui faisais un retour par téléphone à chaque séance et il adaptait les entraînements. Pas trop compliqué pour le mental de nager sans avoir d'entraîneur au bord de la piscine? Ça m'a forgé un mental. Ouais. Ah ça me parce que j'ai jamais loupé le moindre 25 mètres. Au contraire, j'allais en faire un peu plus. Quand il me donnait, admettons, 24 fois 25, donné à tel temps, c'est-à-dire entre 25 et 30 secondes,
s'il y en avait un qui était à 31 secondes, j'allais en refaire un pour qu'il soit pas à 31 secondes, quoi. Rigoureuse. Donc, ouais, ouais. Mais non, ça a bien fonctionné. Après, c'était difficile parce que, voilà, c'est Ah bah, quand on n'a pas les encouragements d'un c'est coach ça. au bord de la piscine, oui, Ah ça non, doit être même assez se complexe, faire hein. engueuler parce que ça fait aussi du Ah, bien ça de fait se faire, partie, bien sûr, ça ouais, fait ouais, partie de l'entraînement, ouais. voilà. Et après, j'allais beaucoup en stage. Du coup, je partais beaucoup à Saint-Nazaire, là où réside Cyril. Et du coup, j'étais très souvent partie de la maison. Mais bon, en accord avec Kamel et les enfants, et voilà. Donc, je me qualifie pour les Jeux de Rio. Et puis donc, je devais partir. Donc là, je partais 5 mois. Je partais 3 mois à Saint-Nazaire et 2 mois à l'INSEP à Paris avant le départ pour Rio. Pour une grosse préparation, du coup. Ouais. Donc, du coup, je devais partir début mai. Et puis là, en fait, donc, j'oublie une petite parenthèse. Enfin, je reviens en faisant une petite parenthèse. Comme j'ai eu de la chimiothérapie pendant 8 mois pour arrêter l'évolution de la sclérose en plaques, vous savez que la chimiothérapie fait aussi des ravages sur le corps. Et du coup, Malheureusement, oui. j'ai été ménopausée. J'avais pas 40 ans, j'étais déjà ménopausée. Donc, je reviens à mes Jeux de Rio. Et puis là, je vais aux toilettes et puis, oh, une tache de sang. Je me dis, oh, c'est quoi? Je dis, oh non, je vais pas être ménopausée maintenant. Puis maintenant, quoi, j'avais 46 ans. Je dis, oh non, enfin, c'est mort, quoi. Sans penser. Et puis c'est tout. Ça se passe. Voilà, quelques jours après, une plus grosse tache. Je me dis, merde. Je dis là, il y a peut-être quelque chose qui est pas tout à fait normal. J'appelle mon gynécologue que j'avais pas revu depuis 10 ans. Et donc, chose à pas faire, mesdames, prendre rendez-vous régulièrement. Et et puis là, on m'annonce qu'il est en retraite, en fait. Et du coup, comme je connaissais bien Pierre Cuny, donc je lui envoie un message en lui disant, écoutez, j'aurais besoin d'un rendez-vous avec un gynécologue en urgence dans moins de 3 semaines pour la préparation des Jeux. J'ai un petit souci. Donc il m'appelle, il me dit, c'est quoi ton souci, machin? Donc je lui explique, il me dit, ah, bon bah je te rappelle. Et en fait, c'est l'hôpital de Bel Air, le service gynécologique, qui m'appelle. J'avais un rendez-vous le lendemain matin. Super. Voilà. Donc j'y vais, je vois le docteur Walter. Alors, je nomme les personnes parce qu'en fait, j'ai aussi écrit un livre. Et donc tout ça, j'ai écrit dans le livre. On y reviendra après. Ouais. Et puis donc il m'ausculte et tout. Et il dit, mais Madame Fatis, il dit, c'est pas un petit peu de sang, c'est beaucoup de sang. Donc il me fait un frottis, biopsie. Il dit, je demande en urgence les résultats. Je dis, bah oui, parce que là, je pars bientôt. Je dis donc. Elle me dit, oui, oui, ben une chose en son temps, chaque chose en son temps. Ok. Donc le cabinet me rappelle, j'étais à l'entraînement. J'écoute mon téléphone et c'était le cabinet de Dr Walter. Dr Walter vous demande que vous passez au plus vite. Ok. Donc de la piscine, je vais direct à l'hôpital. Et j'arrive là-bas, donc il me prend entre deux. Puis il dit, Madame Fatis, il dit, écoutez, j'ai pas une bonne nouvelle. En fait, vous avez un cancer du col de l'utérus. Et il dit donc, vous ne pouvez pas partir, il faut qu'on vous opère et tout. Je regarde, je vais vous blaguer ou quoi? Je dis, ça fait 4 ans que je m'entraîne, et là, vous êtes en train de me dire que je peux pas partir? Non, mais ça va pas, non? Je dis, donnez-moi vos papiers, je signe les décharges, et je m'en vais à Rio. Et je vous assure que c'est comme ça. Et je rentre à la maison. Alors bien sûr, quand t'arrives à la voiture et tout ça, Oui, ça là, ça remonte commence, voilà, les dans le informations cerveau, commencent quoi. à arriver, oui. Et puis donc j'arrive à la maison, Kamel était là, et je dis bon écoute j'ai pas une très bonne nouvelle. J'ai apparemment j'ai un cancer et voilà, il faut que je me fasse opérer. Il me regarde, blanc comme un âge. Il me dit c'est quoi cette blague? Je dis non c'est pas une blague. Je sors du cabinet et tout. Il me dit faut que tu préviennes Cyril. J'ai ah non chou. Je dis regarde, j'ai déjà tout signé.
je me fais pas opérer, je me ferai opérer après les Jeux en revenant de Rio. Il me dit non, mais il me dit t'es folle, hein. Évidemment, c'est Oui, bah, bien grosse sûr, la discussion, réaction d'un mari, voilà, c'est normal. et rien à faire, j'avais décidé, je pars. Donc, je fais ma préparation, hein, évidemment. Du coup, après, je pars avec cette épée Damoclès au-dessus de la tête, hein, et clairement, voilà, j'ai fait toute ma préparation, j'étais au jeu, j'ai profité, mais j'ai rien fait. Je me suis même pas qualifiée en finale sur le 100 mètres libre. J'ai fait le 50 mètres d'eau, 50 mètres nage libre et le 200 mètres nage libre où je suis arrivée 6e, 7e, enfin en finale, bien sûr. Mais j'en avais rien à foutre, hein, en fait. C'était pour moi mes derniers jeux. J'ai dit de toute façon, les jeux c'est maudit chez moi. Ah oui, du coup, C'est ça vous a vraiment Ah ouais, pas non, non, porté chance. c'est voilà, c'est bon, j'arrête, je fais mon truc, je remballe et terminé. On met un terme à la carrière et puis voilà, terminé. On prend soin de la santé derrière. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, et puis bon, derrière, après, ça a été un peu la catastrophe, hein. Ça a été parce que du coup, le cancer était devenu infiltrant, donc pénétré à l'intérieur. Et puis bah du coup, ça a été 2 opérations, une en septembre quand je suis rentrée des Jeux, une deuxième en janvier, suivie de chimiothérapie, rayons et curithérapie, donc voilà. Mais malgré ça, donc ça c'était en 2016, en 2017, je faisais la traversée du lac Léman. Même pas 1 an après. Donc, vous avez arrêté votre carrière, mais vous avez toujours continué J'ai toujours continué, à nager, voilà, quoi. ouais. C'est Je sais pas de quoi je suis faite. Souvent, les gens ils me disent, mais enfin, c'est incroyable. Mais moi, je m'en rends pas compte et je le fais pas exprès. C'est juste que ma vie, c'est un combat. Je dis toujours, hein, ma vie, c'est pas un cadeau, c'est un combat. Et, et voilà. Et j'y vais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, peut-être l'envie de profiter, de toujours, Voilà. toujours avoir une nouvelle épreuve en tête aussi. Peut-être c'est ça qui vous fait, Avancer et puis pour mes enfants, mon mari, bien sûr, mes enfants, enfin voilà, mes petits enfants. Maintenant, j'en ai 3, donc voilà. parce Là, que ma vie. 2017, il y a eu la traversée, mais en 2016, vous avez quand même été fait chevalier de l'Ordre national du mérite Ouais, par c'est la ville ça. de Thionville, c'est ça? C'est ça. Donc c'est la mère de Thionville, madame Anne Gromersch, qui est malheureusement décédée quelques mois après, et qui a fait que j'ai cette distinction. Donc ouais, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Au début, je voulais pas parce que pour moi, ces distinctions-là, elles sont faites pour les militaires. Voilà. Moi, oui, j'ai fait ma vie un combat, mais il y a rien de Ah, j'ai pas été combattre pour défendre mon pays, hein. Donc voilà. Non, mais après, chacun son combat, on va dire. Ouais, voilà. C'est vrai que vous avez quand même Et, bien mené le vôtre, vous êtes toujours là aujourd'hui, et puis, ouais. avec un mental, Et après coup, maintenant, je suis fière aussi, hein, de cette médaille, quoi, hein, voilà. ah bon, on peut que être fier, c'est Ouais, sûr. ouais. Ensuite, vous enchaînez avec l'écriture donc de votre livre Ouais, que vous m'avez parlé tout à l'heure. Donc, La maladie m'a emmené au jeu. ouais, C'est le nom, sorti en mars 2018. ouais. Euh, Qu'est-ce que ça vous a vraiment apporté de mettre tout ça sur papier? En fait, c'est un livre, hein, comme vous pouvez le voir là derrière, il y a mon ordinateur, parce que je suis en train de faire mon 2e livre. Et du coup, j'écris beaucoup. J'écris énormément, tout ce que je fais, là où je vais, je prends des notes, voilà. Et en fait, ce livre-là, parce que j'ai cru que j'allais crever. Voilà. Parce que donc au début, c'était le docteur Walter qui me suivait et très vite, il m'a envoyé à Metz, au service oncologie et donc docteur Longo. Et le docteur Longo, il a dit à Kamel: «Ça va être difficile». Donc Kamel me le dit parce qu'on s'est jamais rien caché et si un jour il me cache quelque chose, eh ben ça ira très mal et comme moi, si je lui cache quelque chose, ça lui ira très mal aussi. Donc on s'est jamais rien caché, il me le dit et là je dis: «Eh merde». Donc il fallait absolument que je laisse une trace, de mon passage et puis pour mes enfants et voilà et maman et peut-être qu'un jour, mamie, mais je serai plus là pour le voir et l'état d'esprit à ce moment-là, hein et donc je voulais laisser une trace de moi ici et puis aussi pour les personnes qui ont la sclérose en plaques. Donc j'ai écrit ce bouquin en 3 mois.
En 3 mois, j'ai écrit Ah, le c'est bouquin. court, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai ressorti mes cahiers. Je dis à Kamel, vas-y, donne-moi mes cahiers. Parce que, en fait, quand j'écris, je trouve que c'est toujours nul ce que j'écris. Je me relis, je dis, ah là là, c'est nul, hein. Et puis hop, je remballe. Et du coup, là, je lui ai dit, non, non, donne-moi tous mes cahiers et tout. Alors, j'ai repris mes cahiers, ce que j'avais écrit quand j'étais jeune. Enfin, voilà. Et puis, j'ai tout retranscrit comme ça. En 3 mois, j'ai écrit le bouquin. Ouais, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Et, J'ai eu le temps de voir le film ouais, qu'on reviendra après. il est dur et vous allez voir que voilà. Je vais pas en dire plus, mais il est quand même dur hein, ce livre. Hein. Et vous êtes confié vraiment à Ah non, cœur je me ouvert, suis quoi. mis à nu, hein. C'est clair. Mais je me suis mis à nu parce que en fait, voilà, comme j'allais partir, donc Oui, plus rien à perdre. Voilà, exactement, autant tout dire. exactement. Après, donc, la sortie du livre, toujours en 2018, vous lancez un nouveau défi un peu fou, Mm. une ascension en Himalaya, Ouais. avec l'une de vos élèves, d'ailleurs, parce que vous êtes Ouais. aussi devenu Entraîneur, entraîneur, hein, Aurélie Reifer. ouais. Euh, comment s'est déroulée cette première expédition qui était au Manaslu, c'est ça? C'est le Manaslu, ouais. En fait, donc toujours pendant la période du cancer, donc évidemment, j'ai eu 4 mois de chimiothérapie à raison d'une dose tous les semaines et hospitalisé 48 heures toutes les semaines. Et plus après 40 séances de radiothérapie. Et, et en fait, donc des analyses très 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 régulières. Hein. Et en fait, le docteur Longo devenait de plus en plus optimiste. Et ça, je le percevais en fait. Puis dans ma tête, je me suis dit ah mais peut-être qu'en fait, je vais m'en sortir de ce bordel. Hein. Donc et et puis il y a un appel. Hein. Donc quand je disais, j'ai fait la traversée du lac Léman, un appel donc de Jacques de Frétin, qui est général, un retraité général de l'armée, et qui lui a fondé une association à Tenon-les-Bains, pour sa cousine qui est atteinte de sclérose en plaques. Et donc il fait la traversée du lac Léman, donc des binômes, des gens valides évidemment, un en kayak et un qui nage, et ils font le run comme ils veulent. Et il y a donc 17 kilomètres de lac à traverser. Et puis donc il me demande d'être marraine de cette association. Alors je lui dis ben écoutez ouais je veux bien mais à une seule condition, que moi aussi je nage. Ah, je lui ai sorti ça comme ça. Et je savais pas si j'allais m'en sortir, je m'entraînais même plus, enfin, et voilà. Et du coup, ça m'a forcé à me remettre dans l'eau, hein, quand les traitements étaient terminés, je me suis remise dans l'eau, et puis voilà, j'ai repris goût, à la vie, j'ai repris goût, aux défis, et puis je me suis dit: «Mais en fait, c'est vrai, il faut que j'ai toujours des défis», et puis pour sensibiliser les gens, sensibiliser les personnes qui ont évidemment la sclérose en plaques, mais pas que. Parce que je me rendais compte qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui avaient des cancers ou des maladies psychologiques, enfin voilà, qui des gens évidemment bienveillants, et je me dis moi je peux peut-être apporter aussi des choses à ces gens-là. Et du coup j'ai dit il me faut un projet. Donc je cherchais, je savais pas trop quoi faire, bon, à part le lac Léman. Et puis, je retrouve dans mes cahiers, parce que mon mari est tout le temps un homme hyper gentil, tout le temps bienveillant, et il me disait: «Un jour tu feras l'Everest». Ah mais ça veut pas dire de faire l'Everest, ça veut dire que j'irai décrocher l'étoile. Hein. Et j'ai dit: «C'est ça qu'il faut que je fasse». C'est ça, et mais je pris la phrase, mais vraiment, au 1er degré, quoi. J'ai dit: «Mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Un trek au Népal, personne handicapée», et ben voilà, ça y est, j'ai trouvé mon défi, et c'est comme ça que je me suis lancée, dans des treks au Népal. Voilà. Ça a été facile d'organiser ça par rapport à Alors, votre maladie? donc le 1er donc c'était Manaslu, et du coup j'ai cherché comment le faire et tout, et franchement je galérais, parce que je cherchais sur internet et tout. Et en fait, je suis tombée sur un Savoyard qui avait emmené
Donc des personnes 2 fois, à 2 reprises, faire le tour de l'Annapurna. L'Annapurna et le deuxième, c'était le Mustang, avec 4 personnes en situation de handicap, avec des drôles de fauteuils, des Quadrix. C'est des fauteuils c'est comme un VTT à 4 roues en fait. Hein. Donc voilà. Et je tombe sur ses coordonnées. Du coup, je le contacte. Hein. Je lui dis ben voilà, je voudrais faire l'Everest. Je suis en situation de handicap et tout. Il m'a pris pour une folle, hein, bien sûr. Et il me dit je vous rappelle. Et puis bon, je me suis dit c'est mort, il va pas me rappeler. Mais c'est pas grave. S'il me rappelle pas, on ira le voir directement. Je lui montrerai que je suis pas complètement cinglé. Et en fait, ben il m'a rappelé. Je crois que c'est 15 jours après, il m'a rappelé. Et puis il m'a dit ben écoutez, je vais faire mieux que de vous aider à monter un truc et ou vous prêter mon matériel. Je vais monter une expédition Je vais vous y emmener. et je vais vous y emmener. Ah ben j'étais heureuse. Hein. J'ai déchanté parce qu'en fait, normalement, je lui avais dit 4 personnes ayant la sclérose en plaques. Moi, j'allais y ramener 4 personnes. Du coup, j'en avais plus qu'une. Donc Aurélie. Donc Aurélie qui a une forme primaire hein, donc de la maladie, la forme la plus grave. Et il gardait les 2 autres places pour des gens qu'il avait déjà emmenés au Népal, hein, en fait. Bon, je dis trop rien. Et le groupe, il était énorme. Il y avait une 30aine de personnes valides. Donc, pour moi, ça correspondait pas à ce que l'idée que vous étiez faite, quoi. voilà. Mais c'est pas grave, on l'a fait. Ça s'est plus ou moins bien passé. Ce monsieur, il a un fort caractère, moi avec. Donc voilà, mais on l'a fait. Et quand on est revenu, j'ai dit, enfin, quand on était là-bas, j'ai découvert un monde complètement différent, des gens d'une gentillesse, mais ça vous dérangerait, hein, franchement. Hein. Ils sont bienveillants, ils sont gentils, ils sont courageux, ils ont toutes les qualités, vraiment. Parler des Sherpas, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Et donc, quand on est rentré, j'ai dit, ah, c'est pas possible. Il faut que j'y retourne. Et du coup, comme j'avais pris contact avec Nima et Purma, l'agence avec qui ils travaillent, du coup, moi, je les ai contactés. J'ai dit, écoutez, je voudrais revenir, et voilà. Et du coup, on est retourné en 2019. Donc, et là, c'était fabuleux. Là, vraiment, j'ai vécu un trek parce qu'au moins on a pu avoir un échange avec les porteurs. Parce qu'en fait, il y avait tellement de monde que on n'avait pas l'occasion de discuter avec les porteurs ou d'échanger avec eux, de partager avec eux. Et ça m'allait pas. Moi, quand je fais un truc, j'aime bien échanger, je regarde les gens, enfin, voilà. Là, Mais c'était un peu impersonnel, la première ouais, expédition. voilà. Après, pour revenir à la première expédition, je tiens à remercier donc Lilian Chug, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir votre profil. Parce que lui donc part au Manaslu fin d'année. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc j'ai pu enregistrer avec lui, donc c'était pour lui faire un petit coucou. À votre retour, vous êtes aussi nommée citoyenne d'honneur de la ville de Thionville. Ouais. Donc encore une deuxième distinction. Ouais. Donc ça c'est. Après la première expédition. Oui, après la première expédition. Donc c'est le maire Pierre Cuny, et président d'Aglo d'ailleurs, et qui m'a remis les clés de la ville. Et là, c'était aussi vraiment un moment très particulier parce qu'il faut savoir que cette distinction-là, il y en a pas beaucoup. Hein. Il y a eu Churchill, il y a eu, enfin, vraiment des grands personnages. Et donc, moi, je fais partie de ces grands personnages-là aussi, voilà, du coup, c'est maintenant. ça, ouais. Ah, c'est super. Et, du coup, la deuxième expédition, ça a été donc le camp de base de l'Everest, 5345 mètres, et le Kalapatar, 5650 mètres. C'est ça. Ouais. Vous rentrez. Ouais. Et ensuite, comment se passe l'appel, entre guillemets, ou comment se passe un peu le projet? Parce que du coup, arrive une petite révolution technologique dans votre vie, donc une orthèse robotisée, Autoboc C-Brace, qui vous redonne presque entièrement l'usage de vos jambes. C'est ça. Comment avez-vous pu avoir accès à ce prototype?
J'ai toujours un tas d'histoires à raconter, On est là pour ça, hein, de toute ouais. façon. En fait, donc évidemment, je suis souvent, sur les réseaux, enfin souvent, je publie pas beaucoup, mais je cherche sur internet, tout le temps un peu les nouvelles technologies ou même, sur la sclérose en plaques, voir un peu comment, s'il y a d'autres traitements qui arrivent, des choses comme ça. Et puis, tout en cherchant, je tombe sur un gars, qui fait le Kilimandjaro, donc sclérose en plaques, et il fait le Kilimandjaro avec, un exosquelette. Waouh! Moi je regarde 2-3 fois la vidéo, je dis: «Waouh, c'est fantastique!» enfin et du coup évidemment, poup poup, je le trouve sur, Facebook et je lui envoie, un message. Je vois qu'il lit le message et il me répond pas. Alors ça, je trouve ça vraiment dégueulasse parce que moi, toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui me contactent, je réponds. Peut-être pas à l'instant même, mais je réponds à tout le monde. Oui, même si c'est pas favorable, simplement, vous pouvez Voilà, répondre gentiment. Voilà, je peux pas exactement, donner suite à votre demande. exactement, Voilà. mais je réponds à tout le monde. Et là, je trouve ça un peu gonflé, le mec, qui s'expose, dire: «Ah ouais, je fais le Kilimandjaro» et puis qui renseigne même pas les gens, quoi. Donc, enfin, je trouve ça égoïste et du coup, j'en parle à ma kiné et ma kiné, je lui montre la vidéo et tout, elle dit: «Ouais, non, mais» elle dit: «Tu sais quoi? Il faudra en parler à Hugo, mon orthopédiste». Donc, j'en parle à Hugo et tout et puis il me dit: «Ah bah, écoute», il me dit: c'est pas ça, hein», mais il dit: «Il y a Autoboc qui vont sortir un dispositif qui va permettre aux personnes, si elles ont encore un minimum de muscles, de pouvoir remarcher». Je dis: «Waouh!» Du coup, moi, ça, c'était donc on était, après covid, après le confinement et j'appelle Autoboc à Paris et j'appelle, personne ne répond. Je dis: «Putain, elle a fermé cette boîte ou quoi, hein?» Hem et en fait, c'est parce qu'ils étaient tous en télétravail, hein. C'était juste après le confinement donc voilà et un jour, il y a une dame qui décroche. Je dis: «Bonjour, je m'appelle Anita Fatis», puis je lui raconte mon histoire, mais en un bloc et puis elle me dit: «Oui, ben, écoutez, oui, ben, on va vous rappeler, hein». Et là, encore une fois, je me dis: «Putain, elle m'a pris pour une folle, c'est pas Oui, elle me possible, rappellera pas. parce que, voilà, je tellement, Ah, mais c'est bien, vous êtes déterminé, ouais, quoi. ouais, ouais. Et puis, elle me donne quand même, son adresse mail. Donc du coup, je peux lui envoyer un mail où je lui rappelle mon histoire parce que c'est ce qu'elle m'a demandé de faire et puis donc plus tard, elle me répond. On fait des réunions en visio, donc avec elle, avec, donc Jean-Charles Henry qui est, le chef d'agence, enfin et qui est là, donc Autoboc France et on parle de cette Braille. Donc j'ai fait un essai avec un dispositif, la jambe à tout le monde, comme on dit, hein, voir, si ça pouvait, fonctionner. Donc l'essai était plutôt concluant et à partir de là, ils ont dit: «Bon, ben, OK, on vous fait un contrat, d'ambassadrice et vous allez pouvoir avoir, la Braille». En fait, la contrepartie, c'est moi qui l'ai lancé la contrepartie, hein, c'est pas eux. J'ai dit: «Écoutez, faites-moi un contrat et je vais vous montrer que votre dispositif, il fonctionne. Je vais retourner au Népal debout avec votre, C-Brace». Ça s'appelle la C-Brace, que moi j'ai appelé ma Dino, parce que c'est celui qui me l'a fait, il s'appelle Dino et donc je l'ai appelé ma Dino et je vais vous montrer comment ça fonctionne, et ci et là et donc c'est ce qu'on a fait et voilà. Ouais, là, Donc vraiment en conditions extrêmes, quoi, pas en conditions d'utilisation de tous les exactement, jours, ouais. voilà, c'est ça. Et alors évidemment, on a été moins haut, c'était la vallée du Rol-Balding. On a été moins haut, c'était 5010 mètres et c'était m c'était moins pentu aussi. Alors bien sûr qu'il y avait des étapes. Bon, le premier jour, c'était quand même 3000 marches, hein. Mais Mais avant tout ça, je pense que c'est pas vous avez mis, le dispositif et vous êtes mis à marcher. Je non, pense qu'il y a dû avoir un non, grand temps de c'est réadaptation, ça, il y avant tout a ça, quoi. c'est ça, c'est bien de le souligner, mais c'est vrai. En fait, ça a été 1 an et demi de travail. 1 an et demi de travail,
ou avec ma kiné, mon orthopédiste. Mon orthopédiste, du coup, m'a fait des attelles, enfin, des orthèses fixes pour que je puisse me remettre debout. Un travail entre les barres pour la verticalité. Enfin, j'avais perdu vraiment tous mes sens d'être Oui, debout, parce que quoi. du coup, Hein. ça faisait quand même pas mal d'années. 17 ans. 17 ans que vous De étiez en fauteuil. fauteuil, Ouais. ouais. Comment ça a été le premier jour quand on se remet debout? Ben, la première fois, c'était donc en rééducation avec ma kiné. Et en fait, 10 secondes, hein, j'ai cru que j'allais tourner de l'œil. J'avais envie de vomir. Et en fait, c'est vraiment tout à petit. Ça a été un travail très très long. Hein. Une fois que j'ai commencé à remarcher, que j'ai eu ma subrace, donc là on travaillait toujours en centre de rééducation dans un endroit clos quoi en fait. Hein. Et ma kiné elle me dit écoute, bah maintenant on va travailler l'extérieur. Donc elle dit je vais venir chez toi et on va travailler dehors. Mais c'était hallucinant. Le tournis revenait parce qu'en fait le fait d'être debout à l'air libre et les problèmes de vertige, de tournis, tout ça réapparaissait quoi. Oui, puis là, dans le centre de réadaptation, c'était aussi un Ah, peu votre chez vous, entre guillemets, quoi. Vous ouais, étiez peut-être en sécurité, c'est alors que ça, là, ouais. dehors, c'était... Ouais. Donc bah j'avais une canne et puis bien sûr le bras de ma kiné quoi. Hein. Et la première fois qu'on est sorti dehors, on a fait le tour du pâté de maison quoi. C'est même pas 200 mètres. Hein. Et, et puis tout à petit, et voilà, 1 an et demi, 1 an et demi. Ça, aujourd'hui, je marche toute la journée. Le matin, je me lève, j'enfile mes jambes. Voilà. Alors, il y a le fauteuil hein, qui est là, parce que évidemment, le soir, quand je rentre, ou même le week-end, souvent, je prends mon fauteuil. Je suis à la maison et du coup, je me repose, je prends mon fauteuil. Oui, ça doit être éprouvant, je pense, Ouais, toute la ouais. journée de Ouais, marcher. ouais, bah oui, hein, la maladie elle est toujours là, donc voilà. Et en 2024, c'est votre mari qui vous pousse pour un nouveau sommet, le Pisang Peak, à plus de 6000 mètres cette fois-ci, une ascension réputée très difficile et immortalisée dans le documentaire nommé Didi. Ouais. Alors en fait, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé que on revient du Pisang Peak et tout, du Pisang Peak du Roll Valbing, pardon. Et puis je dis à Kamel, ah là là, enfin, j'aimerais bien y retourner. Et mais en fait, j'avais un peu peur parce qu'en fait, faut savoir aussi, j'ai oublié de le préciser, que tous mes treks, c'est grâce à mes partenaires. Hein, donc il y a le département de la Moselle, il y a la ville, il y a les partenaires privés, enfin voilà. Et ça, c'est des gens qui me suivent depuis très longtemps. EDF, la centrale de Cattenom, des gens qui me suivent depuis très longtemps et du coup m'aident. Oui, parce que Donc c'est un budget, hein, c'est ça que ouais, vous c'est essayez ça. de dire, c'est Ouais, un budget. c'est très très cher. Hein. Et du coup, je me suis dit, enfin, si je leur dis, je veux repartir, voilà, j'avais peur de ne plus être crédible, hein, en fait. Hein. Et puis Kamel, il me dit, tu sais, t'as toujours fait des bons retours avec ses partenaires, parce qu'en fait, je fais toujours une petite réception avant. Alors, une réception, c'est pas non plus, hein. Et donc pour remercier les partenaires, et une réception au retour, et avec un petit film un montage moi-même, hein, voilà. Pour leur montrer Pour leur ce qui s'est montrer passé là-bas, quoi. voilà ce qui s'est passé là-bas. Donc à chaque fois ils sont enchantés. Et Kamel il me dit tu sais, il me dit les partenaires ils te connaissent, il dit je pense qu'ils repartiront. Il dit mais moi je veux bien repartir à condition que tu aies un 6000. Et je regarde et je dis ah ben allez hop on y va. Hein, il avait pas besoin de le dire 2 fois. Hein. Il a toujours été présent lors Tout le des temps. anciens treks, Ouais, ouais. tout le temps. Dans tous les projets Kamel a pris, il faut savoir là-bas il y a rien d'accessible. Rien d'accessible. Donc j'ai besoin de lui pour la toilette, pour m'habiller, pour hein, parce que quand on dort dans les lodges, c'est Lilian il vous dira, c'est vraiment sommaire. C'est pas des hôtels. Hein, et donc voilà, il est présent constamment quoi. Hein. Et puis donc voilà, j'ai rappelé Nima Purna. Eh ben écoutez, on revient, voilà. Et puis mais par contre on voudrait faire un 6000. Donc il nous avait proposé un premier 6000 qui est toujours dans la même vallée, de la vallée à l'Annapurna. Et en fait, quelques mois avant, il y a eu une avalanche, il y a eu des éboulements, et du coup, c'était plus possible d'aller sur ce 6000 là.
C'était un 6200 et quelques. Et du coup, Nima, elle me dit: «C'est pas grave, on va faire le sommet qui est à côté, c'est le Pisang Peak. Il est plus difficile, mais ça ira». OK. Et voilà. Et donc, nous voilà, partis sur le Pisang Peak, hein. Et en fait, Marco, hein, qui est donc, heu, le chef à la radio Lore FM, je sais plus comment on dit, enfin bref, il est responsable à la radio à Lore FM. Et donc souvent, il me faisait des interviews quand j'étais sportive de haut niveau, quand, je préparais mes treks, et même, je me souviens aussi sur un médicament, qui s'appelle le Sativex à base de cannabis. Donc voilà, donc quasiment, tous les ans, depuis 2011, je voyais Marco. Et quand, je lui parlais de mes treks, au Népal et tout, il me disait: «Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien faire ça, c'est un rêve de gamin», et puis, c'était donc, pour le roll Walding, et je lui avais dit: «Ben, écoutez, enfin, je le tutoyais: «Écoute, si jamais je repars, eh ben, je te le dirai. Mais sache que si je repars, ça sera le dernier de toute façon». Elle me dit: «Ah ouais, avec plaisir et tout». Donc, on fait roll Walding, on revient, on décide du Simin. Et du coup, je lui envoie un message, je dis: «Est-ce que je peux passer à la radio?» Ah, il me dit: «Ah mais oui, avec plaisir, on boira un café ici et là». Donc, on y va, et enfin j'y vais, et je lui dis: «Bon ben voilà, on repart, au Népal, et comme je vous l'ai promis, et ben si tu veux, bah tu viens avec nous». Et là il m'a regardé, il me dit: «Ah ouais? Ah ouais», il dit: «Merci». Mais et là j'étais scotchée parce que je me suis dit: «Le mec il va sauter de joie quoi, il va faire des bonds, Ouais, et soit il s'y puis, attendait pas, soit il était ouais, peut-être pas prêt et à... puis et là il est resté, ah, mmh, donc, voilà, on a bu le café et tout, je lui ai donné bien sûr des infos sur, le Pisang-Peak, on partira en novembre, machin, donc, voilà, il était content, mais il a pas explosé de joie quoi. Je suis repartie et puis, je dis à Kamel: «Bon en fait, je suis un peu surprise parce que, enfin voilà, je pensais, je dis: "Mais bon, on verra bien, hein", et puis après il m'envoie un message et puis il me dit: «Ah, faudra qu'on se voit, pour qu'on discute», et voilà, là je pense qu'il lui a fallu, le temps de réaliser un peu la ouais, chose. ouais, voilà. Et donc après je lui ai dit: «Ben, il faut qu'on se voit au moins tous les mois, avec ma kiné, Béa, et pour qu'on échange, sur, ce qu'on a besoin, voilà, hein, voilà». Parce que en plus, il avait rien pour, le trek, pour, la haute altitude, donc c'est nous qui allons lui donner, tous Oui, puis c'était une les première pour lui, du coup, ouais, il avait une jamais première fait. pour lui, ouais. Ouais, ouais, et puis ça s'est très bien passé, quoi. Enfin, voilà. Franchement, tous les treks que j'ai fait, excepté le premier, mon petit groupe lorrain, bien sûr, évidemment, pas de problème, mais, tous les treks que j'ai fait, franchement, une ambiance, formidable, formidable. Et le Rollbalding, j'avais pris, donc Audrey Auchard, qui elle a sclérose en plaques, c'est une Savoyarde de forme rémitante. Et pour le 2019, en fait, j'avais, contacté un gars qui a aussi la sclérose en plaques, forme rémitante, et qui semblait faire, plein de choses. Donc, du coup, je lui propose de l'emmener au Népal. Et il est absolument ravi, sur, la demande et tout. Et je lui disais: «Ben, il faudra ça, mais il faut qu'on se voit aussi, c'est pas seulement par téléphone ou par message, faut vraiment qu'on se voit, qu'on apprenne à se connaître, Connaître un petit peu, ouais, c'est... voilà quoi». Et puis les messages devenaient de plus en plus distants, et 5 mois avant le départ, en fait, il m'envoie un message et puis il me dit: «Écoute, je suis désolé, mais je pourrais pas venir, mon neurologue ne veut pas». Donc voilà. Alors chercher une personne 5 mois avant le départ, c'est pas possible, hein. Non, puis Mmh après, il y a eu mh. comme une certaine préparation à faire Non, c'est aussi, hein, 1 an de donc préparation, hein, on part enfin pas moi comme ça, j'estime hein. que pour aller au Népal, il faut 1 an de préparation. C'est pas 6 mois avant, Oui, oui, voilà. qu'on se dit l'idée, allez, on y Ouais, va, ouais. quoi. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui a du coup fait que vous ayant eu l'envie de mettre ça vraiment en film?
Est-ce que l'idée vient de vous? Est-ce que l'idée vient Alors non, de l'idée Marco? vient de Marco. D'accord. L'idée vient de Marco parce qu'en fait, pour moi, en fait, il allait venir. Évidemment qu'il allait enregistrer, peut-être, Un témoignage, oui, mes recueillir un témoignages, témoignage, ouais. que Des des ressentis. journées, voilà. Mais, en aucun cas, je pensais qu'il allait faire un film et c'est lui qui me dit: «Écoute», il me dit: «J'ai pensé à un truc, on va faire un film, ça sera», il dit: «Un souvenir, pour toi, pour nous», enfin, j'ai dit: «Ouais, carrément», et du coup, voilà, et le film, alors Didi, parce qu'en fait, les Népalais m'appellent Didi. Parce qu'il faut savoir, j'ai oublié de vous préciser une chose, à chaque fois que je vais au Népal, je ramène aussi de l'argent, au village de Purna, qui s'appelle Kongar, pour la reconstruction du village, parce que, en 2015, avec le séisme, le village, plus de la moitié du village a été ravagé. D'accord. Et donc, on a toujours ramené de l'argent pour, Aider voilà, à la pour la reconstruction. reconstruction. Il y a une école qui a été faite. Alors, c'est pas des écoles comme ici, hein. Non, bien sûr, bien C'est sûr. un hangar. Ah, les enfants, ils sont à même le sol avec un grand tableau vert. Vous voyez, à la craie, quoi, hein. C'est vraiment, voilà. On a ramené des fournitures, on ramène tout le temps, plein de choses, au Népal. Voilà. Aujourd'hui, donc il est sorti au cinéma. Ouais. On peut le retrouver où, ce film? Alors, donc, il y a eu aussi 2 diffusions, privées, derrière, hein, et maintenant, vous le retrouverez nulle part. Tout simplement parce que en fait, on le propose, à la vente, et d'ailleurs, il y a Sanofi France qui ont acheté le film, qui vont le diffuser à leurs collaborateurs. Il y a une association, à Albertville, heu, APF, qui elle aussi, veut acheter le film, et donc on va aller sur place avec Marco et faire une conférence derrière. On monte le film et on fait un système de conférence. Et il y a la ville de Terreville aussi qui a acheté le film pour, montrer aux enfants, aux élèves de CM2. Voilà. Donc j'ai été chanceux d'aller le voir au cinéma alors. Ouais, ouais, et puis alors malheureusement, parce que normalement sur les 2 séances, je devais être présent. Donc il y a une séance où c'était Marco et la deuxième séance, c'était moi. Et sauf que j'étais à Paris quelques jours avant et je rentrais de Paris pour, venir, au cinéma, et en fait, j'ai fait une intoxication alimentaire. Donc Oui, c'est le soir où on devait se rencontrer, du ouais, coup, ouais, voilà, on avait échangé. on a été au restaurant avec, les filles, à Paris, et enfin, moi, j'en veux là parce qu'en fait, on a été au restaurant, on a été se coucher, et voilà, et durant la nuit, j'étais pas bien. Le lendemain, j'ai même pas bu de café, et on a pris la route, et enfin, voilà. Oui, pas possible de se Ouais, ouais. présenter. Non. Donc, On peut voir pas mal de choses dans ce film. La première chose qui m'a vraiment frappé, c'est la complicité que vous partagez avec votre mari. ouais, Vous dites beaucoup que c'est votre pilier, hein. c'est ça. La deuxième chose, ça a été malheureusement la pollution, quand même, que vous avez pu mettre en avant, Ouais, malgré dans les montagnes, quoi, qu'on voit cette pollution, on voit que l'homme, c'est un moi, désastre, hein. j'étais outrée, mais vraiment outrée. Enfin, on est arrivé à l'approche du camp de base, parce que là où je pète un câble, c'est même pas encore le camp de base, là. C'est un peu plus bas. Il y a un autre, camp de base, là, là, il y a des camps de base un petit peu partout. Et là, on est arrivé là, on faisait la pause donc pour, goûter, enfin, On va prendre un peu de voilà, force, ouais. et là, il y a Purna qui me sort une boîte, il dit: «Vous mangez du poisson dans les boîtes en France?» Avec son accent, voilà, le népalais. Et j'ai dit: «Mais attends, c'est pas les Népalais qui mangent des sardines, hein, il y en a pas au Népal, hein». Oui, et puis je pense qu'eux, ils sont tellement respectueux de la montagne. Ouais, c'est ça, enfin, et là, il y avait des bouteilles plastiques, alors des bouteilles Coca-Cola, Vittel, enfin, il y a pas au Tout ce qui vient Népal, de hein. France, quoi, ouais. Ouais, ouais, enfin, et oh non, j'étais outrée, des sacs plastiques, enfin, mais voilà, j'ai pété une pile, hein. J'ai dit: «Mais purée», je dis: «Les gens qui viennent en montagne comme Lilian, comme nous, enfin, je veux dire, parce qu'on aime la montagne, on adore la montagne, et du coup, on est respectueux de la montagne, hein, et on laisse pas nos déchets comme ça, quoi». Et malheureusement, c'est ce qui se passe, hein, au Népal. Et
il paraît que le camp de base de Everest, Ouais, c'est encore pire, c'est ouais. pire, J'ai pu voir des vidéos. ouais. Et quand nous, on arrivait sur notre camp de base, eh ben, c'était pareil. Il y avait des déchets, quoi. C'est les porteurs qui ont ramassé les déchets du camp de base, quoi. Ouais, c'est malheureux, mais les gens ne se rendent pas compte. Après, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au Népal, on voit juste dans les forêts. Moi, je sais quand je fais voilà, les c'est ça. randonnées, on voit des déchets aussi. Exactement, ouais. Moi, je prends toujours mon petit sac poubelle dans mon sac et puis C'est ça, voilà, les mais déchets, je les emporte avec moi. c'est ça. Vous imaginez, je vais parler de quelque chose d'intime, mais c'est pour bien faire comprendre et aussi pour appuyer sur les déchets. C'est voilà, j'ai une sclérose en plaques et j'ai des problèmes urinaires. Et donc, je suis protégée tout le temps, tout le temps. Donc, forcément, en Népal, eh ben, j'ai mes protections, eh ben, on les emballe dans du plastique et on les redescend. On laisse pas au camp de base. J'ai jamais laissé une protection à un endroit ou quoi que ce soit. On descend tous nos déchets. Voilà. Donc, ça va jusqu'à là. Ouais, ce qui est totalement normal. Hein. Ouais. Il faut juste prendre ses précautions avant. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et la dernière chose que j'avais relevée aussi, c'est quand même les petits soucis que vous avez pu avoir avec votre orthèse, qui se bloquait parfois à cause du froid. Du froid, mais j'ai surtout vu aussi à cause du dénivelé du terrain. Des fois, elle se mettait en protection. Du coup, d'où ma question, qu'est-ce qui était vraiment le plus dur, la montée ou la descente? Alors, la descente, on la voit pas, tout simplement parce que en fait, j'étais portée. Les descentes, vous avez vu les montées, c'est 1200 mètres de dénivelé. Et donc, c'est pentu, ça représente plus de 35% de pente. Et les descentes, c'était juste impossible. Et du coup, j'étais portée à dos de Népalais. Donc, pour les descentes. D'accord. Mais alors, il y en avait pas énormément des descentes. Il y en avait exactement... il y en a une où j'ai fait le malaise, que vous avez pu voir dans le film. Donc là, on m'a redescendu. La descente après le Toron-Lac Pass, là, il y avait 1750 mètres de descente. Donc, c'est énorme. Et donc, du coup, là, j'ai été portée. En gros, j'ai été portée 3 fois sur l'ensemble du trek. La bande-son du film est d'ailleurs signée par Lilian, donc pas Lilian Chuck cette fois-ci, mais un autre Lilian. Donc c'est un jeune talent local qu'on a vu dans The Voice, créé spécialement pour vous et votre histoire. C'est ça. En fait, c'est Marco qui me parle, Marco et Aline qui me parlent de Lilian. Et je suis là, mais oui, moi je l'ai vu ce gamin-là à la télé, enfin je l'ai vu à The Voice à la télé. En plus, interview, donc forcément, je regarde un peu plus et je me dis qu'il a vraiment une voix mais magnifique, ce gamin. Et Marco, il me dit, écoute, il me dit, si tu veux, je te le présente et tout. Je dis, ouais. Et du coup, je l'invite à la réception avant le départ, donc à Cattenom, donc à la centrale nucléaire de Cattenom. Et parce que Marco, il avait laissé entendre que Lilian pourrait peut-être chanter sur la bande du film et tout ça. Et donc je vois Lilian, super gamin. Franchement, si vous avez l'occasion de l'interviewer, c'est vraiment un gamin exceptionnel. Et puis je lui ai dit comme ça, je dis à Lilian, je dis écoute, si tu dois faire la bande du film, alors je sais pas comment tu peux faire, mais en tout cas, moi je voudrais une chanson qui me tient à cœur terriblement. C'est Non, je ne regrette rien de Edith Piaf. Voilà, elle me colle à la peau. Et il me dit ok, je vais réfléchir et je te dirai quoi. Voilà, avec son grand sourire, voilà. Et en fait, quand on rentre du Népal, donc Marco il fait le montage du film, il fait le film en 3 mois. Il bossait comme un fou dessus. Et puis et il me dit Anita, il me dit on peut se voir, j'ai une surprise pour toi. Je dis ouais, pas de problème, passer à la maison et là en fait il vient et il met son téléphone, il appuie sur la touche et monter. Il me dit c'est Lilian, c'est une chanson pour toi. Et donc ça sera la chanson du film. Une belle surprise. Ouais, franchement et ça me colle, voilà, vraiment. Ouais, c'est une belle musique. Ouais. Vous dites souvent le sport vous a sauvé. En quoi vous a-t-il aidé concrètement dans votre combat contre la CEP, mentalement mais aussi physiquement?
Mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, faire du sport, de la rééducation intensive, ça permet de repousser cette fatigue chronique de la sclérose en plaques. Et aussi de pouvoir récupérer un peu physiquement. En fait, le cerveau, c'est une drôle de machine. Alors, ce qui est abîmé, parce que, vous savez, le nerf central, la ménine, c'est ça, les plaques, elles se posent dessus, donc la transmission ne se fait plus correctement, hein, pour bouger, manger, rire, pleurer, enfin tout ce que vous voulez. Elle ne se fait plus correctement. Et donc, le cerveau, à partir du moment où vous bougez, et ça je le dis à tout le monde, pas seulement aux gens qui ont la sclérose en plaques, mais aussi des blessés médulaires, enfin et autres, et ben en fait le cerveau va chercher les bypasses pour pouvoir trouver un autre chemin pour donner l'information. Alors, certes, vous restez handicapé, hein, voilà, je resterai comme ça toute ma vie, mais le sport a permis tout cela. Et aujourd'hui, c'est prouvé parce que en fait, avec le professeur de Sels, on discute beaucoup évidemment, et il y a des recherches qui ont été faites au niveau du cerveau et tout, et, et c'est prouvé que avoir une activité intensive, sportive ou rééducation et tout permet de récupérer certaines choses. Donc ça recrée des Des terminaisons, liens, des voilà, liens, c'est tout ça. ça. Ouais. Qu'est-ce que le sport vous a appris sur vous-même que vous n'auriez jamais imaginé avant la maladie? D'avoir cette force de caractère. Courageuse, je suis courageuse. Je l'ai toujours été parce que j'ai toujours fait du sport, je me suis toujours entraînée. J'ai pas eu une vie facile en étant gamine, mais voilà, le courage, ça, je l'avais, ça c'était acquis. Mais cette force de caractère, ce combat que je mène au quotidien, je pensais pas En être capable. ouais, en être capable. Mm. Si vos exploits et votre parcours pouvaient laisser un seul message à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui, quel serait-il? Battez-vous, De rien lâcher. battez-vous. Vous savez, bouger, c'est vivre. Bouger, c'est vivre. Voilà. Et pour bouger, il faut se battre. Vous avez aussi souvent dit que la France a un train de retard en matière d'accessibilité PMR. Est-ce un constat qui vous a poussé à devenir conseillère municipale déléguée au handicap et à l'accessibilité de Thionville? Ouais. Alors, en fait, ça, c'est donc Pierre Cuny, hein, maire de Thionville, et qui m'avait appelé un jour à son bureau, et puis il me dit, écoute, il me dit, j'avais mis un terme donc à ma carrière de sportif de haut niveau, certes, j'avais mes treks, mais voilà. Et il me dit, il faudrait vraiment que j'ai besoin de toi, enfin, j'ai besoin d'une personne comme toi pour s'occuper de l'accessibilité et la mission handicap. Et il me dit donc, je te propose un poste de conseillère à l'accessibilité. Bon, je le regarde, je dis, oh, la politique, c'est pas mon truc, hein. Je dis, franchement, pour moi, enfin, c'est un monde très, très particulier et je veux pas rentrer là-dedans. Il me dit, mais non, il me dit, de toute façon, t'inquiète pas, ça ira bien. Enfin, il arrive à me convaincre. Je lui avais dit non. Après, je suis revenu parce que j'avais rêvé de Anne Gromersch. On y croit ou on n'y croit pas, hein. Mais en tout cas, elle me parlait, elle me tendait une main. Et du coup, je peux retourner le voir. J'ai dit, ok. Je sais pas si c'était un signe, mais en tout cas, c'est vraiment la vérité. Et du coup, j'ai accepté ce poste. Et, et puis, alors au début, c'était un peu compliqué parce que voilà, la moitié des élus, ils comprennent rien à l'handicap et encore moins à l'accessibilité. Enfin, Oui, quand on n'est pas dedans, quand on n'est pas c'est ça. concerné, Quand on n'est pas on peut pas concerné, comprendre la totalité, ouais. on se rend pas compte que un petit trottoir, ne serait-ce que de 2-3 centimètres, ça peut être bloquant pour une personne en situation de Oui, handicap. un seuil de porte Ouais, surélevé, ouais, bien voilà, c'est sûr. ça. Mais quand on a ses deux jambes et qu'on vit normalement et tout ça, on le voit pas. Et donc au début, c'était un peu compliqué. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est rentré dans les ordres. Et oui, je fais plein de choses pour la ville, hein. Et là, aux prochaines élections, j'arrête, hein. Je vais annoncer donc
à monsieur le maire, à son grand désarroi, mais bon, après voilà. Mais ça m'a permis aussi d'apprendre sur moi-même. Parce que, en fait, je dis toujours ce que je pense. Et peu importe qui est devant moi. Que ce soit le président de la République, que ce soit le pape, j'en ai rien à faire. Je dis toujours ce que je pense. Et du coup, ça m'a permis aussi des fois pas de me taire, mais de minimiser un peu les choses. Hein. Du coup, grâce à ce rôle, qu'avez-vous pu mettre en place concrètement pour améliorer la vie des personnes à mobilité réduite sur la commune de Ben, on a Thionville? fait plein de choses. Hein. On a mis déjà le nombre de places PMR a grandement augmenté en ville. Sur tous les nouveaux bâtiments, tout est accessible. Voilà, parce que je fais aussi partie sur cette commission d'accessibilité. Et donc, je regarde bien les projets, s'ils sont bien, s'il y a bien des passages PMR, des toilettes PMR. Enfin, voilà. Et vous allez à la piscine de Bassam, c'est PMR. Vous allez le spot à Thionville, complètement PMR avec des ascenseurs. Enfin, voilà. Tous les nouveaux bâtiments. Après, les anciens bâtiments, c'est un peu plus compliqué parce que c'est les bâtiments de France. Quelquefois, ça demande de la dérogation. Et quelquefois, ben, c'est juste pas possible. Donc, il faut demander une dérogation pour que on ne le rend pas PMR. D'accord. Voilà. Et Et puis les enfin, mini-jeux aussi, les mini-jeux j'allais de 1000, justement en venir, j'allais dire, vous voilà, avez c'est ça. également pris part à l'organisation C'est des ça. Mais manifestations en fait, j'ai autour fait des tellement de Jeux. choses que, enfin, j'en oublie. J'oublie parce qu'en fait, je le fais tellement avec du cœur. Et puis après, ça passe. Voilà, c'est Oui, fait, c'est ok. naturel, quoi. Et Voilà, puis hop, c'est voilà. Donc, ouais. donc oui, donc vous avez pris part à l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Ouais. Dernier clin d'œil symbolique pour une sportive engagée comme vous. Ouais, C'était c'était vraiment là, c'était donc avec mon collègue, Grégory Madlotte, hein, et on a fait un travail fabuleux. Fabuleux parce que là, vous imaginez qu'on a fait un repas à l'aveugle avec 1100 enfants en simultané. 1100 enfants à l'aveugle à la cantine le midi, on mangeait pardon à l'aveugle. Voilà. Le et c'était juste fabuleux, fabuleux. Ça, je pense que c'est un record mondial, hein. Il y a jamais eu, hein. On a masqué les enfants, on avait acheté des masques spécifiques et voilà. Après, ben, il y a eu le relais, de la flamme. Donc, on a fait un système de symbolique, hein, et d'école en école, cette flamme, elle passait, et voilà. Et donc c'était soit à pied, soit en vélo, tout le temps en mode doux. On a fait un arboretum au stade de Guintrange avec différentes essences d'arbres et les enfants ont dessiné et expliqué ce que c'était l'arbre. Hein. Vraiment, on a fait participer tout le monde. Et puis à la fin, le stade de Guintrange, donc là, on a fait des activités sportives et c'était fabuleux, fabuleux. Bah, félicitations à vous alors pour l'organisation. Merci. Je finis avec des petites questions de fin que j'aime bien faire. Ouais. Est-ce que vous avez ou aviez un style de musique particulier pour vous entraîner? Alors dans l'eau, non, jamais. Jamais je mets de musique sur mes oreilles pour nager. Jamais. Pour le sport peut-être? Pour Ouais. le côté musculation? La musculation non plus. Je préfère entendre mon souffle et mon cœur. Voilà. C'est fou, c'est vraiment un truc Et ouais. de haut niveau. Personne n'écoute de musique. C'est dingue. Ouais. Et en fait, moi j'ai de la musique, ben, quand je suis tout seul à la maison, quand j'écris, je mets un fond musical. Si j'ai du mal à m'endormir, hein, je mets la musique dans mes oreilles. J'adore la musique, hein, faut pas croire, hein, mais ouais, Mais pas pour le côté ouais, performance. ouais, c'est ça. Et quand je suis dans l'eau, j'aime écouter l'eau. Écouter l'eau, le bruit, c'est particulier, l'eau de la piscine. Hein. Voilà. Si vous deviez donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport. Un seul conseil bien-être, méditation? Faire un peu de méditation, vous en faites? Ouais, ouais. Alors, je suis pas là, les genoux croisés, les mains comme ça, hein. Je peux être dans mon fauteuil, je peux être dans mon lit,
je me détends et je pense à des choses positives. C'est pas réellement de la méditation de rentrer, voilà. C'est un peu plus de la pensée Ouais, positive c'est ça. en vous centrant Ouais, c'est sur ça. vous-même. Est-ce que vous avez une citation ou une phrase motivante qui vous inspire? Oui. Les gens connaissent le prix de tout et la valeur de rien, de Oscar Wilde. J'ai vu aussi sur le logo du Pisang Peak, la vie est un combat, alors je me relève et je me bats, c'est le seul moyen de gagner. C'est ça. Mais c'est ce que je fais depuis maintenant plus de 35 ans que j'ai la maladie. Je prends tout le temps des coups, hein, le cancer, enfin la première forme, la forme un peu plus virulente, le cancer, enfin, je me suis brûlé la colonne vertébrale parce que j'ai chuté, enfin, et tout le temps, je me relève, je me relève, je me relève. Donc ouais, c'est un combat. Que donneriez-vous comme conseil au vous d'il y a 10 ans? T'inquiète, Anita, ça ira. Est-ce que vous avez un projet perso ou pro en cours? Yes. Le Merapic, c'est ça? Le mérotique, hein, voilà. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, le mérotique, parce que donc il faut savoir quand on a fait le Pisang Peak, on n'a pas pu le faire le sommet du Pisang Peak parce que il y avait pas de neige déjà pour commencer. Pour faire le sommet, il faut qu'il y ait de la neige. Et donc Furna et Larpa, c'est deux personnes dans la veille, ils sont partis dans la nuit, ils ont monté au Pisang Peak et ils sont redescendus. Et le soir, on a fait une réunion et ils ont dit le terrain est complètement instable, c'est-à-dire les plaques elles se décrochent. Donc il dit c'est pas possible, c'est trop dangereux. Donc on n'a pas pu faire le Pisang Peak, on a pu le tournant de passe à 4416 mètres. Mais et du coup, je reste un peu sur ma faim parce que je voulais quand je disais que c'était le dernier, je le pensais vraiment. Mais Voilà. un sommet accompli à 6000, quoi. Voilà. Et puis voilà. Et puis ben là, en fait, on l'a pas fait. Ben du coup, il faut que je paie mon 6000. Il y a pas. Il faut que je passe mon 6000. Donc ce sera quand? 2026, Ok. Début, fin? novembre 2026. Ok. Toujours en novembre parce qu'en fait, en novembre, c'est l'entrée de l'hiver. C'est la fin de la mousson et c'est l'entrée de l'hiver. Et pas comme maintenant où Lilian est en ce moment au Manaslu, parce qu'en fait, il fait beaucoup plus froid. Il y a les risques d'avalanche qui sont très importantes. Donc voilà pourquoi le mois de novembre. Et la dernière question, est-ce que vous avez une recommandation pour un futur podcast? Recommandation pour une personne, Lilian Avro. C'est vraiment un gamin. Alors c'est pas un sportif, mais c'est un gamin qui est vraiment très très intéressant. Moi, j'ai écouté son histoire et vraiment, je vous le conseille, vraiment. Ok, je prends note alors et je verrai pour le contacter. Anita, merci beaucoup pour vous être livrée comme ça. Et merci à toi, Sébastien. C'était intéressant, vraiment. J'ai pas l'habitude de faire autant j'ai l'habitude d'interviewer, mais vraiment des podcasts comme ça, c'est une première déjà. Et donc merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Voilà, c'était Anita Fatis, une femme qui nage à contre-courant depuis toujours, qui grimpe là où on ne l'attend pas et qui prouve chaque jour que le handicap n'est pas un frein, mais un autre chemin. Si cet épisode vous a touché, inspiré, fait réfléchir, partagez-le autour de vous, parce que des voix comme celle d'Anita, on gagne tous à les entendre. Et surtout, retenez ceci, peu importe d'où l'on part, peu importe les obstacles, avec de la volonté, du courage et un brin de folie, tout est possible. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de passion, de sport et d'humanité. En attendant, on reste focus et on enclenche le changement.